Dans mon épisode sur l'effet placebo, je vous avais rapidement parlé du chien de Pavlov. Ivan Pavlov était un scientifique russe qui avait découvert qu'on pouvait conditionner un chien à saliver au son d'une clochette. Tout ce qu'il fallait faire, c'était simplement de faire sonner une clochette à chaque fois qu'on allait nourrir le chien. Le chien associait naturellement le son de la clochette à la bouffe qui allait venir et anticipait donc la nourriture dès qu'il entendait la clochette sonner. Par conséquent, si on faisait sonner la clochette, il se mettait à baver sur les fauteuils. Donc c'est ce qu'on appelle le conditionnement classique, c'est le fait d'associer un stimulus à une réaction naturelle de l'organisme. Donc maintenant, faire baver des chiens, c'est super cool, j'adore le concept, mais ça devient vite crade, et bon, ça sert à rien de se mentir, ça devient vite chiant aussi. Je suis sûr qu'on peut leur apprendre à faire des trucs pas naturels. Il y a de ça quelques années, un groupe de scientifiques a réussi à conditionner des pigeons à faire la différence entre des peintures de Monet et des peintures de Picasso. Voilà, donc on n'est plus dans le même registre que le chien de Pavlov parce qu'au final on a poussé des animaux à faire des trucs qui ne sont pas naturels. Voilà, un pigeon ne fait pas naturellement la différence entre du Picasso et du Monet, quoi. C'est ce qu'on appelle le conditionnement opérant. Donc comment ont-ils pu arriver à faire ça? Donc je vais vous donner la recette en quelques phrases. Prenez un pigeon lambda, gardez-le quelques semaines en ne lui donnant que des rations minimum de nourriture de façon à ce qu'il ait constamment faim. Maintenant, mettez-le dans une petite boîte, qu'on appelle boîte de Skinner au passage, mais ça n'a vraiment pas d'importance pour ce que je suis en train de vous dire. Donc mettez-le dans une petite boîte et exposez-le tour à tour à des peintures de Monet et des peintures de Picasso. Le pigeon au début ne va certainement pas bien comprendre ce qu'on attend de lui, mais si jamais il tape du bec sur une des peintures de Picasso par exemple, donnez-lui quelques graines à manger. S'il picore une peinture de Monet, ne lui donnez rien, et s'il refuse de picorer quoi que ce soit, le nourrissez pas non plus. Très rapidement, vous allez voir qu'il va comprendre que s'il tape sur certaines images, il sera nourri, et pas s'il tape sur toutes les autres. Et c'est ce qu'on appelle un renforcement positif, c'est-à-dire qu'on va donner une récompense au sujet quand il va exécuter un comportement désiré. Et il se trouve que les pigeons ne sont pas mauvais du tout à associer certaines formes et certaines couleurs. Ils sont d'ailleurs même très bons. Tellement bons qu'ils arrivent même à faire la différence entre des peintures de Monet et des peintures de Picasso auxquelles ils n'avaient jamais été exposés avant. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à reconnaître un certain style de peinture. Maintenant, au lieu d'affamer des pigeons, une autre méthode aurait pu être employée, c'est ce qu'on appelle le renforcement négatif. Attention, c'est à ne pas confondre avec une punition, c'est un petit peu différent. Ce qu'on aurait pu faire pour conditionner des pigeons à reconnaître des peintures de Picasso grâce au renforcement négatif, ça aurait été de les mettre dans une boîte de Skinner et de leur passer un bruit atroce jusqu'à qu'ils picorent le bon tableau. S'ils le picorent, alors nous arrêtons le bruit. Donc ça reste du renforcement parce qu'en gros ils ont une récompense s'ils se comportent comme nous le souhaitons, mais au lieu d'ajouter une récompense comme pour le renforcement positif, on enlève quelque chose qui leur casse les burnes à la place. Voilà, donc dans le cas précédent, on a pu apprendre des choses à des pigeons en les récompensant, donc faut le dire vite quand même parce qu'on les a quand même affamés avant de les nourrir, mais bon, on a quand même finalement réussi à leur faire rentrer un petit peu de culture dans leur tête de piaf. Donc les récompenses marchent bien, mais les punitions? En général, on utilise les renforcements quand on veut inciter un sujet à reproduire un certain comportement, et les punitions pour inciter un sujet à arrêter un certain comportement plus vite. Par exemple, on va donner une croquette au chien s'il donne la patte, mais s'il bouffe les sièges de la Clio, il va se faire engueuler. Donc voilà, de la même façon qu'un renforcement, une punition peut être soit positive, soit négative. Donc voilà, positive, ça serait genre t'as bouffé les sièges de la Clio, je t'engueule, donc j'ajoute une engueulade entre guillemets. Ou alors négative, c'est-à-dire bon voilà, t'as bouffé les sièges de la Clio, pas de gratouille sur le ventre ce soir par exemple. Il a existé une expérience scientifique très controversée sur les punitions justement. C'est l'expérience du petit Albert. L'expérience du petit Albert avait pour but de montrer qu'une phobie pouvait être développée suite à un processus de conditionnement classique. Les docteurs Watson et Rayner ont donc pris un bébé de 9 mois qu'ils ont exposé à différents animaux. Donc un rat blanc, un lapin, un chien, un singe. Ils ont même exposé l'enfant à différents masques sans que l'enfant ait de réaction de peur ou quoi que ce soit de négatif. Les chercheurs ont donc considéré ces stimuli comme neutres et ont pu passer à la phase de conditionnement de l'expérience. Et maintenant, il est l'heure de faire flipper le bébé! Ils ont donc installé le petit Albert sur un matelas confortable et ont décidé de réintroduire le rat blanc avec le bébé.
Mais maintenant, à chaque fois que le bébé allait toucher le rat, un des chercheurs allait taper sur une barre en fer avec un marteau comme un gros psychopathe. L'enfant était donc surpris, il tombait à la renverse et se mettait à pleurer. Voilà, donc ils ont continué leur petit manège un moment pour être sûr que l'enfant avait associé la punition, donc dans ce cas-là un bruit fort et déplaisant, avec l'animal. Après plusieurs répétitions, le rat était réintroduit avec le bébé sans le bruit. Mais le bébé avait bien associé le rat avec le stimulus et se mettait à pleurer et à vouloir s'échapper dès qu'il voyait le rat. Non seulement ça, mais le bébé avait aussi peur du lapin et de plus ou moins tous les autres animaux ou objets qui avaient de la fourrure blanche. Donc on a pu tirer quelques conclusions de cette expérience. Premièrement, les êtres humains sont bien sujets aux techniques de conditionnement classiques. Le conditionnement marche sur nous. Deuxièmement, les punitions doivent être utilisées avec précaution parce que la peur d'une punition peut s'étendre au-delà de la situation précise dans laquelle on l'a reçue ou au-delà de celui qui nous l'a infligé. Et oui, parce que d'un point de vue évolutif, si jamais je me fais mordre par un chien, par la suite il vaut mieux que j'ai peur de tout ce qui ressemble à un chien plutôt que seulement ce qui ressemble au chien qui m'a mordu. Finalement, on a aussi compris qu'il fallait quand même un peu plus de sérieux dans ce genre d'expérience scientifique. Parce que bon, c'est dur de tirer des conclusions scientifiques quand il n'y a qu'un seul sujet d'étude et aucun sujet contrôle. Donc voilà, c'était pas très scientifique, mais qu'est-ce qu'on s'est marré à faire chialer le bébé! Maintenant, combien de temps dure l'effet du conditionnement? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant aussi. Si j'arrête de nourrir les pigeons, combien de temps vont-ils continuer à s'intéresser aux subtilités artistiques d'un tableau de Picasso par exemple? Et si j'arrête de payer un salarié, combien de temps il va continuer à taffer? En mettant un rat dans une boîte de Skinner et en le faisant appuyer sur un levier pour recevoir une récompense, Frester et Skinner ont découvert que le planning selon lequel les récompenses sont données va avoir un impact sur deux choses. Le nombre de fois que le rat va appuyer sur un levier et le nombre de fois qu'il continuera à appuyer sur le levier une fois qu'il ne recevra plus du tout de récompense. Pour ça, ils avaient testé plusieurs plannings différents. Soit ils nourrissaient le rat à chaque fois qu'ils appuyaient sur le levier, soit ils le nourrissaient toutes les 5 fois qu'il allait appuyer sur le levier, ou alors seulement une fois toutes les 5 minutes si jamais il avait appuyé sur le levier au moins une fois pendant ce laps de temps, ou alors une fois de temps en temps quand il appuyait sur le levier, un peu au hasard quoi. Ils découvrirent que le planning qui poussait le rat à appuyer le plus sur le levier et à continuer le plus longtemps une fois que les récompenses s'arrêtaient complètement était justement quand les récompenses tombaient au hasard. Donc voilà, au final, donner des récompenses de façon aléatoire seulement quand il appuie sur le levier, c'est la meilleure technique pour premièrement qu'il puisse appuyer un maximum de fois sur ce levier et deuxièmement qu'il continue à appuyer aussi longtemps que possible une fois que les récompenses se sont arrêtées. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Les machines à sous sont créées pour tirer avantage des mécanismes automatiques de nos cerveaux. Mais pas que ça, le loto, le blackjack, tous les jeux à gratter, la roulette, enfin tous les jeux d'argent qui ne demandent absolument aucune compétence utilisent ce principe. Et c'est assez intéressant parce que tous ces jeux de hasard attirent souvent les gens superstitieux. Mais attendez, ils les attirent ou ils les créent? Eh bien, il se trouve que les mécanismes du conditionnement pourraient être à l'origine de certains comportements superstitieux. Donc on va continuer à étudier des pigeons affamés parce que j'ai une certaine facilité à m'identifier. Dans une autre de ses expériences, Skinner a pris des pigeons qui avaient faim et les a mis dans des boîtes, comme ils avaient apparemment l'habitude de faire. Mais cette fois par contre, il a décidé de les nourrir à intervalles plus ou moins réguliers. Disons que toutes les minutes environ, ils allaient recevoir un petit peu de nourriture, quoi qu'ils fassent. Et ils ont pu observer que les pigeons commençaient à avoir des comportements superstitieux. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont reçu leur première petite dose de nourriture, le comportement qu'ils avaient à ce moment-là se voyait renforcé. Donc imaginez qu'un pigeon était en train de picorer un coin de la boîte pour essayer de se barrer quand un peu de bouffe est tombé. Alors il a fait la connexion, picorer le coin de la boîte égale bouffe. Et plus il essayait de reproduire ce comportement, plus il y avait de chances pour qu'il soit en train de le faire quand la portion de bouffe suivante allait tomber. Et plus ce comportement était renforcé encore et encore. Et tous les pigeons reproduisaient des comportements un petit peu différents. Donc certains tournaient la tête de droite à gauche, d'autres tournaient sur eux-mêmes, d'autres picoraient à un endroit de la boîte. Enfin voilà quoi, chacun avait son petit délire. Donc nos superstitions sont certainement des phénomènes un peu plus complexes que ça. Par exemple, si vous avez vu un chat noir et qu'il vous arrive malheur juste ensuite, il est possible que vous attribuez cette punition au chat noir. Et si vous commencez à vous en convaincre vous-même, alors vous entamez un cercle vicieux. La prochaine fois que vous allez voir un chat noir, vous allez devenir plus nerveux, vous allez essayer de faire attention à tout en même temps pour éviter qu'il vous arrive malheur, et vu que votre attention est éparpillée partout, vous ne faites pas gaffe et vous trébuchez. Vous venez maintenant de renforcer votre croyance superstitieuse. Vous pouvez même y ajouter un petit billet de confirmation pour ne vous souvenir que des événements qui confirment votre croyance. Et si je me souviens bien, la dernière fois que je me suis tordu la cheville, j'avais vu le chat noir du voisin traverser la rue.
D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de l'avoir vraiment vu, étant donné qu'on a tendance à modifier nos souvenirs pour correspondre à nos croyances et à l'état d'esprit du moment. Enfin bref, vous pouvez voir qu'on peut très rapidement arriver à la conclusion suivante. Bah voilà, faut que je crève le chat du voisin, il porte malheur! Finalement, je voulais parler d'un effet découlant du conditionnement que j'ai trouvé particulièrement intéressant, l'impuissance apprise. C'est Martin Seligman qui a proposé cet effet en 1975. Il travaillait à l'époque sur le conditionnement des chiens. Son expérience se passait en 2 phases. Dans la première phase, 3 groupes de chiens étaient attachés par des harnais. Donc le premier groupe était en train de recevoir des petits chocs électriques et pouvait les arrêter simplement en appuyant sur un levier. Le deuxième groupe prenait des chocs électriques mais ne pouvait pas les arrêter par eux-mêmes. Et le troisième groupe était le groupe contrôle, c'est-à-dire qu'ils ne recevaient aucun choc électrique. Dans la deuxième phase, les chiens n'étaient plus attachés et n'avaient qu'à sauter un petit muret pour échapper au choc électrique. Et il se trouve que les chiens qui faisaient partie du groupe qui ne pouvaient pas échapper au choc électrique dans la première phase n'essayaient même plus de se sortir de leur situation. Donc d'une certaine façon, ils avaient appris qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour changer leur situation. Et au bout d'un moment, ils n'essayaient même plus, même quand la situation elle-même avait changé. Ils restaient là à se prendre des petits chocs électriques et à pleurer en fait, jusqu'à qu'un scientifique lui-même vienne les porter de l'autre côté du muret. Et c'est seulement à ce moment-là que le comportement de ces chiens changeait et qu'ils pouvaient de nouveau sauter le muret si jamais ils étaient remis dans la même situation. Derek Muller en avait déjà parlé un petit peu sur sa chaîne Veritasium et je dois dire que j'ai souvent été dans le même cas moi aussi. Combien de fois je n'ai même pas essayé de faire certaines choses parce que je n'avais jamais appris à le faire, alors que si j'avais seulement essayé, j'aurais trouvé le truc tout seul. Quand j'ai commencé à devenir indépendant en ligne, je ne savais pas faire de site internet, je ne savais pas éditer de films ou quoi que ce soit d'autre, et je me rappelle que le plus dur pour moi au début était justement de sortir de cette mentalité de « je ne sais pas faire, il faut que quelqu'un me l'apprenne ». Donc je vous laisse avec un petit clip que j'ai trouvé super marrant sur l'impuissance apprise, et j'aimerais vraiment remercier tous ceux qui me soutiennent d'une façon ou d'une autre. Merci à tous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! That's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are 2 people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? Help! I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's not enough left to do, is there?